La Belgique doit-elle présenter des excuses au pays qu'elle a colonisé? Et au-delà des mots, que peut-on ou doit-on faire à Bruxelles? Avec les noms de rues, de places, des statues qui rendent hommage à cette période. À quoi doit ressembler le travail de mémoire dans les écoles, dans les universités ou dans l'espace public? On va en débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Quatre invités en plateau. Aliou Baldé, bonjour. Vous êtes militant notamment au collectif Mémoire coloniale et on verra ce que vous pensez de toutes ces questions et de toutes les autres qui seront évoquées ici en plateau. Même chose pour vous, Véronique Klett-Gakouba, bonjour. Vous êtes sociologue et vous êtes chercheuse à l'ULB. Vous vous intéressez notamment à l'art. Eh bien oui, tiens, on va voir avec vous quel est votre avis d'expert sur toutes ces présences artistiques qui font référence à la période coloniale. Vincent De Wolf, bonjour. Vous êtes député bourgmestre d'Etterbeek dans votre commune. Il y a une réflexion sur la question, on verra où on en est, ce que vous préconisez. Vous êtes membre du mouvement réformateur. Philippe Boykété, bonjour à vous aussi. Vous êtes échevin à Saint-Josse, vous êtes socialiste et dans vos écoles, puisque c'est votre compétence, vous menez et vous encouragez des projets de réflexion sur ces questions. Monsieur Baldé, Madame Klett-Gakouba, la présence, l'histoire coloniale, elle est très visible dans les rues de Bruxelles. Ça vous inspire quoi, à vous, Aliou Baldé? Ça nous montre clairement que notre pays, la Belgique, n'a pas encore rompu avec son passé, puisque l'espace public tel qu'il a été pensé à l'époque coloniale et tel qu'il est maintenu toujours aujourd'hui est toujours une apologie de la colonisation. C'est toujours les arguments de philanthropie qui étaient proposés par la propagande coloniale, ainsi que les institutions coloniales qui l'ont porté, qui sont toujours maintenus dans l'espace public. Et puis, il faut souligner une chose, c'est que dans le cas belge proprement, les traces qui font référence particulièrement à la période de l'État indépendant du Congo sont beaucoup plus majoritaires que les traces qui font référence en tant que telles au Congo belge. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence et pourquoi est-ce qu'on ne change pas? Et donc, l'argument des militants et de la société civile depuis de nombreuses années maintenant, c'est de faire un travail global, un travail structurel sur l'espace public, d'interroger la propagande coloniale et de faire suivre ce travail avec, dans l'enseignement et dans d'autres domaines en Belgique. Question très personnelle, hein, vous êtes militant, mais à partir de quand ça vous a interpellé? Quand vous êtes-vous dit, vous qui habitez à Bruxelles, finalement, ça renvoie à une image dépassée, fausse de moi-même? Personnellement, j'ai été formé au sein du collectif Mémoire coloniale par des aînés qui ont estimé que la jeunesse africaine qui grandissait en Belgique n'avait pas un certain nombre de repères sur la question coloniale proprement ou sur leur défaut d'identité d'une certaine façon, ou en tout cas sur les complexes d'infériorité qu'ils avaient intériorisés. Et donc, il était important qu'une organisation, malgré le fait qu'on n'a pas de manière structurelle en Belgique un travail systémique là-dessus, ils ont estimé qu'il était important que la jeunesse de manière générale, pas que la jeunesse africaine, soit sensibilisée sur la question et soit déconstruite surtout sur la question entre ceux qui auraient apporté la civilisation à d'autres, ceux qui auraient été luttés contre l'esclavage, etc., etc. Madame Gakouba, Klett-Gakouba, vous travaillez, vous étudiez cette présence. Finalement, ce qui est paradoxal, c'est que l'art africain en tant que tel n'est pas vraiment présent à Bruxelles. C'est ça que vous me disiez, notamment quand on préparait cette émission. C'est quoi qu'on représente alors finalement dans nos rues, dans nos nominations de lieux? Je vais plutôt parler à partir de mon prisme, parce que avant les productions artistiques africaines, ce sont les présences noires en Belgique qui s'expriment, qui contestent, qui résistent par rapport aux rapports de domination et d'oppression qui persistent aujourd'hui. Et c'est leur résistance à travers des productions artistiques, à travers des expressions artistiques, à travers des performances artistiques, à travers des milieux artistiques aussi. Et donc, je veux plutôt réagir par rapport à ces présences-là et la question de la ville, puisque c'est ça qui nous réunit ici, Bruxelles. Et donc, pour revenir sur cette question de départ, sur le colonialisme qui structure l'espace public, en effet, comme Aliou Baldé vient de le décrire très, très, très nettement, la ville est structurée par des symboles coloniaux, suprémacistes blancs. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue, c'est le contraste entre la structuration de cette ville par le haut
et l'absence des personnes noires dans les espaces publics, ou en tout cas leur invisibilisation ou leur subalternisation dans l'espace public extérieur ouvert, c'est-à-dire les ségrégations dans l'espace. Vous êtes chercheuse à l'ULB, vous n'avez pas beaucoup de confrères, de consoeurs d'origine africaine subsaharienne, c'est ça que vous nous dites? Exactement, non, je ne dis pas que ça, parce que je pourrais le dire, je pense que chacun, depuis la sphère d'activité qu'il occupe, personne afrodescendante est sensible à cette question-là, et que les personnes noires occupent des postes de grande précarité et je ne parle pas ici du secteur privé, je parle ici, on pourrait en parler aussi évidemment, mais du secteur public, là où on est socialisé, là où on grandit dans la ville, là où on fait connaissance avec la ville, là où on est éduqué, j'ai envie de dire, en tant que citoyen local. Et donc, moi, c'est cette présence par rapport aux monuments coloniaux qui m'a très fort intéressée, parce que les fois où des groupes afrodescendants et noirs ont manifesté devant ces monuments, je pense notamment à cette date mémorable du 17 décembre 2015, quand les collectifs, notamment Mémoire coloniale, avaient contesté contre l'échevin de l'urbanisme de la ville de Bruxelles, qui voulait rendre hommage à Léopold II avec une conférence, avec une manifestation devant la statue. Les collectifs afrodescendants, j'en faisais partie aussi, Mémoire coloniale, Change, Nouvelle Voix anticoloniale, ont exprimé leur désapprobation de manière extrêmement forte. Et ce jour-là, la ville de Bruxelles a dû annuler son événement et la conférence. Et donc, s'est tenu un contre-rassemblement en mémoire aux victimes. Et notamment, la presse a parlé de vandalisme, puisque la statue a été immaculée de rouge. Mais ce jour-là, moi, ce qui m'a intéressée, c'est qu'on a eu, en fait, un moment politique au sens plein du terme. C'est-à-dire que l'espace a été occupé avec dignité. C'est-à-dire que c'était un moment de recueillement, c'était un moment de message politique, de commémoration. Et on avait vraiment une manière d'occuper l'espace avec une esthétique et des gestes qui respectaient les vies noires. Et je pense que c'est ça le message dans l'espace public. C'est comment être respecté en tant que noir dans l'espace public. Ok. Je voudrais entendre Vincent de Wolf comme bourgmestre d'Etterbeek. Vous avez mis en place quelque chose dans votre commune, une réflexion. Et là, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, je ne sais pas moi, la statue de l'aviateur Thieffry va être retirée, va être recontextualisée? Est-ce qu'on a cette réflexion-là peut-être sur d'autres statues, notamment celle d'un archer africain, dit-on, qui honore certains sur votre commune? Donc, Etterbeek est, je crois, la commune belge où il y a le plus grand nombre de rues qui portent des noms de hauts gradés militaires anciens coloniaux. Je crois qu'il y en a 25 à peu près, Baron d'Anny, Général Jacques, lieutenant Jérôme Becker, il y a la rue des Pères Blancs, enfin, voilà. Je crois qu'il y en a donc à peu près 25, une petite trentaine. Alors pourquoi? Moi, je n'étais pas évidemment à l'époque, mais parce que Etterbeek était une ville de caserne et qu'il y avait la caserne Rollin, où beaucoup de militaires étaient casernés et faisaient leur éducation. Les deux casernes de gendarmerie qui sont encore toujours existantes en police fédérale. Et donc, effectivement, par rapport au drame qu'il y a eu avec George Floyd, etc., et tout ce qui s'est passé par la suite, moi j'ai trouvé utile de proposer au conseil communal la création d'une commission participative mixte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 conseillers ou conseillères communales selon la règle d'Hondt, répartis proportionnellement démocratiquement. J'ai proposé que ce soit Mme Mandela, d'origine congolaise, qui préside, c'est ce qui s'est fait, et 20 personnes tirées au sort sur une liste de candidats. Est-ce qu'il y a des propositions concrètes? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'on peut où est-ce qu'on en est? Débaptiser certains endroits? Où est-ce qu'on en est? Il y avait réunion hier soir. Je suis resté là avec eux jusqu'à 22h. Donc, on est un peu dans l'actualité. Alors, ça marche bien et à la fois c'est difficile. Parce que, évidemment, au niveau du public, par exemple, donc on s'est ouvert à deux chercheurs universitaires historiens de l'ULB. On a fait des auditions, notamment avec des personnes qui ont joué des rôles dans la commission fédérale, au niveau régional, etc. Donc tout ça, ça a pris du temps. On a constitué aussi un cloud avec toute une série d'informations, de documentation mis à disposition. On a maintenant fait appel à des médiateurs ou modérateurs qu'on a pris par marché public, professionnels, et ça aide beaucoup. Parce qu'il faut se rendre compte qu'on a été très vite confronté à un clivage.
Hein, donc, madame, elle est chercheuse, mais elle est engagée. Je respecte son combat, vous aussi. Donc, vous êtes dans une orientation qui est bien précise, avec un but bien précis. Moi, ce que j'ai voulu faire ici, c'est essayer d'avoir une neutralité avec une écoute des uns et des autres. Mais concrètement, c'est quoi les freins à la décolonisation? C'est des questions administratives, les gens vont devoir se redomicilier, changer leurs adresses de facture, de courrier, c'est symbolique? Ça, c'est le petit côté de la chose. Hein. Je vais dire, sorry, mais je veux dire, on peut toujours dire, et c'est vrai qu'une rue qui change de nom, c'est très embêtant pour les habitants, parce que ça crée une rupture dans la chaîne de l'évolution. Il y a parfois des gens qui partent 10 ans, 20 ans, et ils ont gardé l'adresse de leurs amis ou amis, ils veulent reprendre contact, ils écrivent, ça n'arrive plus, les entreprises. Il y a des problèmes administratifs, c'est vrai, mais ce n'est pas ça qui doit empêcher, si on estime qu'il faut changer un nom de rue, qu'on la change. Alors c'est quoi les freins? Ne nous cachons pas derrière ça. Le frein, c'est de savoir est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire. Est-ce qu'on veut faire comme les pharaons qui, quand ils succédaient l'un à l'autre, avec des marteaux, martelaient leurs cartouches pour supplanter? Est-ce qu'on estime que l'histoire doit s'effacer? Moi, j'estime que l'histoire ne s'efface pas, elle doit s'assumer. Il faut tirer des conséquences de ce qui s'est passé et il ne faut rien cacher. Mais l'idée, c'est que la commission ici qui a été créée est la commission de faire l'inventaire, je lis, historique et pédagogique des éléments qui existent, voir s'il faut les maintenir ou non, recourir à des créations artistiques complémentaires pour mettre l'art africain en lumière, et réaliser un travail pédagogique à l'égard des jeunes des écoles. Vous avez un agenda, vous espérez aboutir à cette commission? Brièvement, parce que Philippe Boy-Quitté n'a pas pris la parole. L'agenda, on devait aboutir dans l'année, on a commencé en mars, donc il est possible qu'on prolonge un petit peu l'année prochaine, on veut aboutir début 2023 avec des propositions concrètes, et en tout cas ça fonctionne, mais ça prend du temps parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont clivées dans le processus. On reviendra justement à cette approche, mais Philippe Boy-Quitté, vous à Saint-Josse, et c'est pour ça que vous êtes là, c'est dans l'enseignement aussi qu'on travaille là-dessus. Qu'est-ce que vous avez mis en place, un référentiel? Donc pour les gens qui ne connaissent pas l'enseignement, c'est quoi? On va parler de la colonisation, on va apprendre aux enfants, mais quoi concrètement là-dessus? Alors, à Saint-Josse, évidemment, on a aussi mis en place une commission de réflexion sur le passé colonial et la présence coloniale dans l'urbanisme de notre commune. Et je salue le travail qui a été fait par les conseillers Bassambi et Muiré. C'est un excellent travail qui a remis un certain nombre de conclusions. Mais au-delà de ça, voilà, nous, on n'a pas attendu tous ces débats pour travailler sur ces questions. On a déjà commencé au moment du centenaire de la Grande Guerre. On a travaillé dans les écoles sur justement la question coloniale à travers la force publique. La force publique était composée majoritairement de soldats africains qui n'avaient pas choisi de combattre et qui se sont retrouvés là. On leur a rendu hommage, évidemment, mais on n'est pas naïf. On sait très bien que ces gens-là n'ont pas choisi nécessairement d'être là. Ils ont lutté aussi contre les Allemands, mais du côté des Allemands, il y avait aussi des soldats noirs qui étaient enrôlés. Et donc, on a parlé de tout ça. On a fait un travail sur toute cette thématique pour véritablement expliquer aux élèves qu'ils sont aussi, d'une certaine façon, les acteurs à travers le passé de leurs ancêtres. Vous avez eu des retours d'enseignants qui disaient que ça avait permis d'éveiller des consciences là-dessus? Mais évidemment, parce que ça redonne aussi aux élèves une autre image d'eux-mêmes, ça redonne de l'estime aussi aux élèves, et c'est essentiel de faire ce travail-là, parce qu'il y a toute une série, et comme madame l'a dit tout à l'heure, il y a toute une série de préconceptions, de stéréotypes qui sont là, et qui sont ancrés aussi dans notre jeunesse, et qui empêchent parfois notre jeunesse d'exprimer pleinement son potentiel. Et donc, c'est important de déconstruire toutes ces préconceptions. Aliou Baldé, vous avez deux modèles d'initiative, une réflexion sur la place de l'histoire coloniale dans l'espace public, un travail dans l'enseignement. Ça vous inspire quoi, vous, dans votre collectif? Ça va dans le bon sens? C'est trop lent? C'est du paravent? Bon, les politiques ont leur agenda et tout le monde a son agenda un peu sur cette question. Hein. Il ne faut pas se leurrer sur les objectifs. Nous, on a commencé en 2012. Et en 2012, quand on avait démarré, on avait été voir ces différents partis politiques. On leur avait exposé la question de la décolonisation comme étant une urgence sociétale. Bon, à l'époque, on nous avait un peu ri au nez, mais maintenant, depuis aussi, parce que apparemment BLM
Black Lives Matter et la mort de George Floyd sont devenus références. Il faut souligner tout de même qu'en Belgique, il y a tout un ensemble d'associations, Véronique l'a rappelé tout à l'heure, à partir de 2015, mais bien avant cela aussi. Il y a tout un travail qui a été fait sur la question décoloniale de manière générale et spécifiquement sur l'espace public. Ces initiatives qui sont prises par les communes, vous les soutenez dans votre collectif ou vous en pensez quoi? Je pense que la question n'est pas est-ce qu'on les soutient ou pas. On verra les conclusions et de la commission et de ce qui se passe à Saint-Josse également. On conclura par rapport à ce qu'on verra comme travail final qui sera fait. Il faut souligner une chose, c'est que pour nous, la décolonisation de l'espace public ne s'arrête pas à la question de est-ce qu'il faut garder ou est-ce qu'il faut enlever. Pour nous, ça c'est trop vite résumé, parce qu'initialement, ce n'est pas comme ça que et le collectif Mémoire coloniale et d'autres associations ont posé le débat initial. C'est de dire il nous faut un débat sur la question décoloniale et il nous faut un débat spécifique sur la question de l'espace public. Parce que l'espace public en tant que tel, je le rappelais en début d'intervention, est une apologie du crime colonial. Quand on met des noms de rues, quand on met des statues, quand on met des monuments, je prends l'exemple d'Etterbeek, le commandant Lothaire, c'est bien connu. Le commandant Lothaire a été l'un des grands tortionnaires au Congo, c'est bien documenté, mais malgré cela, sa rue reste intacte. C'est-à-dire que le fait qu'on l'ait mis dans l'espace public, pour le glorifier, reste tel quel aujourd'hui. La question est donc, est-ce que la commune d'Etterbeek, est-ce que le bourgmestre qui est là en face de moi, est toujours en soutien du commandant Lothaire dans sa glorification, ou est-ce qu'il faut amener un autre travail? Donc la question fondamentale n'est pas répondue. On veut nous amener dans d'autres choses. Donc il y a des enjeux concrets qui consistent à dire, est-ce qu'on est d'accord avec le message que l'espace public renvoie et les conséquences que ce message a, ou est-ce qu'on fait le travail de fond qui consiste à aller véritablement vers des enjeux de décolonisation et donc de réparation également. Véronique Gakuba, vous constatez que la question de la décolonisation, elle s'est imposée dans le débat de société. Comme sociologue, vous le remarquez, il y a eu cette évolution quand même ces dernières années. Après, je poserai la même question aux politiques. Est-ce que c'est devenu quelque chose un marqueur politique quelque part? Oui, bien sûr. Je pense qu'il est vraiment temps de faire ce diagnostic, que les mouvements de terrain associatifs de la diaspora africaine ont mis cette question à l'agenda à partir de leur travail de militants, d'activistes, de chercheurs en convergence les uns avec les autres, et ça depuis 2010, depuis 2015, et essentiellement au départ de Bruxelles, et pas que, mais aussi au départ de la contestation de ces monuments coloniaux. Et aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut vraiment analyser, c'est dans quelle trajectoire est prise cette contestation. Très clairement... Vous le confirmez, oui. brièvement. Brièvement. Mais je voudrais vraiment parler de cette trajectoire et continuer mon argument jusqu'au bout, parce qu'il s'agit de pouvoir parler des dispositifs dans lesquels sont pris cette contestation. Aujourd'hui, on est dans une institutionnalisation de la question décoloniale. On le voit avec la commission. Il y a du pour, évidemment. Je ne suis pas ici pour faire la critique, mais faire le constat de cette trajectoire, à quel stade est-ce qu'elle en est. Et on est dans cette institutionnalisation de la question décoloniale où les mouvements qui en sont à l'origine n'ont plus beaucoup de prise sur l'évolution de cette question-là parce que des autorités la prennent en charge. Et donc, dans mon travail, je regarde aussi comment fonctionnent ces dispositifs, parce que l'art africain, il est politique. Et donc, ma recherche porte sur ces questions politiques. Et de quoi? Ce que vous dites, c'est que les politiques se saisissent du combat et les organisations sont muselées? Alors, non, je ne suis pas aussi caricaturale que ça. Mais je vous demandais d'être très concrète dans votre intervention, parce qu'on a encore d'autres sujets à aborder. Donc, ici, par exemple, moi, j'ai suivi de près ou de loin les initiatives, et je trouve ça très intéressant que des initiatives se prennent au niveau local. Mais il y a une très grosse différence entre les deux dispositifs, entre celui d'Etterbeek et celui de Saint-Josse. Celui de Saint-Josse, il y a une motion avec beaucoup de recommandations qui a été signée au niveau du conseil communal. Il y a des visites décoloniales qui sont portées par une association de la diaspora africaine, Bakushita. Il y a des projets qui sont déjà sur la table de commémoration des victimes. Il y a des projets de conférences. Et il y a eu une commission communale du passé colonial au niveau de la commune avec ces acteurs associatifs dont on parle ici, Aliou Baldé et moi. Donc ils ont été reconnus dans leur respectif. Vous n'êtes pas entendu. C'est pas du tout la même chose. Brièvement là-dessus, puis on passera à la question de l'exclusion. Je voudrais entendre la réponse aussi. À Etterbeek, on est dans un attentisme et on est dans l'enfermement
de cette question au sein d'un espace conservateur. Vincent De Waal, et ça se passe dans d'autres institutions, c'est pour ça que je me permets de votre le intervention, mais laissez à Vincent De Waal le temps de répondre, comme ça on l'entendra aussi. Sur cette question, Vincent De Waal, vous gardez sous la main le dialogue à Etterbeek? C'est une question assez directe. Moi, je déplore que quand on est chercheur et qu'on doit être objectif et avoir une qualité scientifique, je ne vous connais pas personnellement, je ne vous juge pas, mais je dirais, vous m'agressez à titre personnel et vous agressez la commune en considérant qu'on est attentiste et qu'on veut mettre quelque chose sous la cloche. C'est un jugement de valeur que vous faites qui est tout à fait inacceptable. Moi, je suis pour la réconciliation des mémoires, je suis pour l'écoute, je suis pour le respect. Je suis le premier à dire que des vies ont été brisées, que des innocences ont été volées, que des femmes ont été violentées, que des exactions ont été commises et qu'il faut évidemment assumer ça et qu'il faut parler ça et qu'il faut, c'est ce qui est prévu ici, parce que vous dites qu'il y a une motion à Saint-Josse, mais ceci, c'est une motion qui a été votée à l'unanimité du Conseil communal, par toutes les forces démocratiques, avec une mission qui est donnée d'élaborer un travail pédagogique pour proposer aux jeunes Etterbécois la mémoire coloniale, de contextualiser l'ensemble des éléments. Alors vous me dites, est-ce que le bourgmestre continue à soutenir le commandant Lothaire? Mais c'est grotesque ce que vous dites, monsieur, excusez-moi. Moi, je ne soutiens pas le commandant Lothaire. Je veux dire, j'étais pas né quand on a inauguré sa rue. Et je vous rappelle aussi que les libéraux, mais les libéraux ne sont en rien les héritiers de la colonie. Les libéraux n'étaient même pas, et pendant longtemps, dans le gouvernement fédéral qui a lancé la colonisation. Donc restons paisibles, restons calmes, restons respectueux les uns envers les autres. Et moi je dis simplement que l'histoire, ça ne s'efface pas. L'histoire, ça fait partie de notre identité. Mais si des erreurs graves ont été commises, il faut les souligner, il faut les faire apparaître, il faut les enseigner. Et si dans ma commune, il devait y avoir un cas évident, le commandant Lothaire, moi, je n'ai pas aujourd'hui des éléments historiques qui sont sur la table, mais vous en connaissez peut-être plus que moi. Si véritablement il y a des situations qui posent problème, on en tirera les conséquences. Mais l'essentiel n'est pas, je l'ai dit, d'effacer l'histoire, mais de l'expliquer. Et dans le respect, il ne faut pas non plus opposer les Européens aux afrodescendants. Je ne pense pas que c'est ça un projet de vie non plus. On le voit, la question est sensible, elle est aussi politique. À la Chambre, cette semaine, les conclusions d'une commission spéciale. Ça prend 2 minutes, je vous demande de le regarder. On vous fera réagir. Reportage de Maëlle Arnold-Dussen et Nicolas Kellartz. L'État belge doit-il présenter ses excuses au Congo, Rwanda et Burundi? Sur cette question, la position du PS est claire. C'est un grand oui et il faut même aller plus loin. Pratiquement 300 personnes qui sont venues nous dire non, il faudra des réparations, mais ce sont des réparations plutôt symboliques et surtout des réparations qui amènent à la réconciliation. Et c'est pour ça que le Parti socialiste plaide pour une fondation d'utilité publique qui pourrait être financée sur une base volontaire par celles et ceux qui se sont enrichis à travers la colonisation et notamment des entreprises privées. Pour l'EMR, envisager la réparation, c'est d'accord, mais d'autres pistes de solutions existent. Par exemple, écrire correctement l'histoire en concertation avec les 4 pays concernés, modifier la manière dont le colonialisme est enseigné dans nos écoles et plus encore. La façon dont on regarde vers l'avenir en matière de coopération, comment on aide les populations qui attendent que l'on fasse quelque chose par rapport aux défis d'aujourd'hui. Donc c'est un tout petit peu plus complexe que dire on crée une fondation, on met de l'argent dedans et puis on verra qui en bénéficie. Sur cette question, le PTB, dans l'opposition, prêche pour des mesures structurelles. Ce qui est essentiel en termes de réparation, c'est pas que la Belgique donne un chèque au Congo, au Rwanda, au Burundi, c'est vraiment qu'on ait une réflexion sur les structures de domination qui ont existé à l'époque et peut-être qui existent toujours, je pense qui existent toujours aujourd'hui. Autre question abordée, qu'en est-il des monuments, symboles de la colonisation? L'OMR et Défi préfèrent la contextualisation au déboulonnement. On ne brûle pas les livres, il faut plutôt expliquer parce que ça fait partie de notre passé et nous devons assumer notre passé. Plutôt que de déboulonner, recontextualisons et ajoutons ce qui manque, à côté ou en face de la statue de Léopold II, un monument dédié aux victimes de la colonisation serait par exemple approprié. Les conclusions de la commission spéciale ont donc été présentées cet après-midi. Il faudra ensuite les analyser pour en tirer des recommandations à soumettre au gouvernement. Voilà, reportage réalisé lundi. On a avancé dans le débat, mais j'ai cette question. Les excuses de la Belgique, qui pense que ce serait une étape importante, qui voit ça comme un paravent, Aliou Baldé, pour vous? Les excuses sont importantes et il faut qu'elles soient émises, mais émises autant dans le fond et dans la forme de manière correcte.
parce que on a eu des espèces de reconnaissance timide de ce qui s'est passé durant la période coloniale. On a l'exemple parfait, c'est le crime d'assassinat sur Patrice Lumumba, où on parle encore de responsabilité morale, malgré le fait qu'il y ait eu des excuses prononcées. Le mot « excuse » a été prononcé par le Premier ministre, mais encore, l'idée d'implication morale et de responsabilité morale reste de mise. Donc, il faut que des excuses formelles et bien formulées soient bien prononcées, parce que c'est ce qui nous permettra d'aller vers, notamment la voie vers des réparations. Et les réparations, je tiens à le préciser avant de finir, c'est non seulement du matériel et de l'immatériel. Et il ne faut pas nier l'éléphant dans la pièce. Il va falloir un jour que financièrement aussi la Belgique assume ses responsabilités en tant qu'État, qu'un certain nombre d'institutions, que l'Église, que les entreprises privées, que la famille royale d'une certaine façon assument les responsabilités qui ont été l'histoire et les conséquences d'aujourd'hui. Je suis désolé, mais on est en dépassement de rêve, ça ne nous arrive jamais. Philippe Boy qui était en 10 secondes, même Gakouba aussi, et Vincent De Wolf en 10 secondes. Je suis désolé, mais c'est l'obligation. Mais c'est essentiel que la Belgique présente des excuses. En 2020, notre roi a présenté ses regrets. C'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Il faut présenter des excuses. Charles Michel, en 2019, a présenté des excuses au nom de la Belgique pour les violences faites aux métis en Afrique. Il faut continuer. Vous ferez ce travail-là à Saint-Josse, vous irez plus loin. Il faut aussi derrière qu'il y ait un travail structurel qui se fasse aussi au niveau de l'enseignement aussi. Vincent De Wolf, sur Etterbeek, vous irez au bout du processus. Oui, et pour moi, l'essentiel, je dis, c'est la réconciliation des mémoires, c'est le fait de s'écouter, c'est le fait d'enseigner ce qui a dérapé fortement dans la colonisation et ne rien cacher aux citoyens et faire en sorte qu'on n'oppose pas les uns et les autres selon leur origine. Véronique Gakouba, s'il vous plaît, la même chose. Oui, c'est essentiel, les excuses comme geste politique. Et moi, je vais rajouter qu'il faut que ce soit suivi d'actes au niveau judiciaire. Il faut vraiment qu'il y ait une traduction au niveau judiciaire. Donc, pour ça, que ce soit formulé très précisément. Et je prends ici l'exemple des 5 femmes métisses qui ont assigné l'État belge en justice pour crimes contre l'humanité, alors qu'il y avait eu une commission qui a aussi débouché sur des excuses par rapport à l'enlèvement des enfants métis. Eh bien, au niveau de la justice, la plainte a été déboutée et la juge au niveau de Bruxelles a estimé qu'il n'y avait pas la ségrégation contre les enfants métis, n'était pas un crime contre l'humanité. Donc il faut une traduction au niveau judiciaire. Merci à tous les quatre. La caricature on est en dépassement, sinon les gens ne nous verront plus à l'antenne. La semaine prochaine, Versus prend ses quartiers de vacances, mais on se retrouvera après celle-ci pour de nouveaux débats avec beaucoup de questions.